Le président. Eh bien, bonjour à nouveau. Avant de donner la parole au bureau du procureur, la Chambre aimerait poser une question au témoin. Vous m'entendez, monsieur le témoin? Je vous entends, Monsieur le Président. Thank you. Merci. Donc voici ma question. Elle porte sur ce que vous nous avez dit vendredi, vendredi 2 octobre au matin, lorsque vous avez parlé d'un incident au cours duquel un officier aurait essayé de mettre une batterie de 120 mm à camp commando. Une batterie de mortier de 120 mm à camp commando. Vous vous en rappelez? Non, c'était le 2 septembre. Je suis désolée, je vous ai parlé du 2 octobre, mais c'était le 2 septembre. Vous nous avez dit ça le 2 septembre. Donc, vous vous en rappelez? Le Président, je m'en rappelle. Yes, for the parties I refer to Oui, donc pour les parties, je tiens à dire que c'est le transcript anglais et français qui, pour une fois, se correspondent. Alors, page 2 à 7. Et il y avait toute une discussion aussi à propos d'un nom et c'était à huis clos partiel. Alors, à un moment, vous avez dit, et là je vous cite, vous avez parlé d'une discussion animée, heated en anglais, entre deux officiers, dont je ne donnerai pas le nom, puisque un de ces noms a été évoqué à huis clos partiel. Donc entre l'officier qui était dans le camp et l'autre qui venait de l'extérieur. Discussion animée à propos de la possibilité de cette mise en batterie ou non. Donc ça, c'était la ligne 15. Ensuite, à la page 7, après toute cette discussion, sur l'audience qui devait être soit à huis clos, soit non, à la page 12, donc, page 15 à 17 dans la traduction française, vous dites « L'officier qui était le chef de détachement qui voulait utiliser ces mortiers de 120 mm a dit qu'il avait reçu l'ordre de la présidence. » Fin de citation. Donc, il se trouve à la page 7, lignes 10 et 12 de la transcription anglaise. Alors, j'aimerais savoir si vous avez entendu cette discussion, est-ce que vous avez participé à la discussion? Vous étiez passif et vous avez entendu la discussion, ou est-ce que vous avez participé à la discussion? Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas participé à la discussion, mais je l'ai entendue. Je n'ai pas entendu toutes les parties, mais lorsque je suis remonté dans le bureau avec le responsable du PC, et c'est lui qui a donné tous les autres détails. So you heard personally. Donc, personnellement, vous avez entendu ces deux officiers dire ces mots, prononcer ces mots. Moi, Monsieur le Président, je les ai entendus discuter, mais je n'ai pas perçu l'ensemble de la discussion. Après les débats entre les deux officiers, le chef de détachement est monté à son bureau et je l'ai trouvé là-bas et c'est lui qui m'a donné plus de détails sur la discussion. So what did you? Alors, pouvez-vous nous dire ce que vous avez entendu vous-même et ce que vous avez appris par la suite de la bouche de cet officier lorsqu'il vous a donné des détails supplémentaires? Merci, Monsieur le Président. Donc, comme je l'ai dit, le chef de détachement, le chef du PC, le responsable de tout ce personnel qui était là, a aperçu un officier, un chef de détachement, en train de mettre
le mortier en batterie, en train de lutter avec ses hommes pour faire la mise en batterie. Et donc, il est venu vers eux, et moi, je n'étais pas loin, et il lui a demandé pourquoi il mettait cette arme en batterie. Est-ce que c'était pour l'utiliser? Et l'autre a dit oui, que c'est pour l'utiliser. Et le chef qui continue de lui dire, mais tu connais les effets de cette arme et tu veux l'utiliser ici? Sur qui? Et puis c'est sur quel ordre? Et donc là, ils ont échangé. Moi, j'ai entendu présidence et c'est après que je suis monté et l'officier m'a fait tout le point. Puisque j'étais le chef du camp, donc on échangeait régulièrement. When you say the other details, Lorsque vous dites les autres détails, vous voulez dire il a confirmé? Enfin, expliquez-vous, que voulez-vous dire par autres détails? Lorsque nous sommes montés à son bureau, il a continué de se plaindre et il a dit qu'il ne pouvait pas admettre que sous son commandement, on donne des ordres complémentaires qu'il ne savait pas. Parce que c'est lui qui va en répondre plus tard. Et que voilà que cet officier lui dit qu'il a reçu des ordres de la présidence alors que lui-même n'en savait rien. Donc, il ne peut pas l'admettre et qu'il allait rendre compte pour savoir la position à tenir. thank you very much. Now I Question, merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole au substitut du procureur. Monsieur McDonald, c'est à vous. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Quelques questions de précision. Et justement, sur ce dernier point qui est mentionné, sur lequel la Chambre vient de vous poser des questions, et je réfère et je reviens à un passage que mon collègue vous a relu ce matin, et je fais référence au transcrit 00492389 et plus spécifiquement à la page 2401. Et je vais revenir en arrière parce que mon collègue vous a lu une partie du passage. Je vais revenir à justement ce point qui a été soulevé, cette conversation entre le commandant le PC, n'est-ce pas, qui était à Bobo. Son nom, c'est son titre, son grade m'échappe, mais Doumbia, qui avait la conversation avec cette personne qui venait installer la batterie. Et là, je vais lire à partir de la ligne 424. Je nommerai pas le nom de la personne parce qu'elle a été nommée en audience à huis clos partiel. Et je vais lire. Bon, la personne X n'a pas répondu et finalement n'a pas mis en batterie. Mais les jours qui ont suivi, les autres jours, c'est-à-dire après mon départ, il y a eu plusieurs canons qui ont été mis en batterie. Il y a eu ces canons-là qui ont été positionnés. Et la question, donc, de l'enquêteur, donc, comment savez-vous cela? Et là, votre réponse, et je répète ce que mon collègue a lu tout à l'heure,
parce que j'avais toujours des hommes au camp que j'appelais pour me renseigner si ça allait, s'ils ont été attaqués. Et donc, c'est eux qui me disaient que ce que les gens faisaient. Ils ont mis des canons de 90 mm, des mortiers de 90, orientés vers tel quartier, ainsi de suite. Voilà. Alors, c'est juste pour bien vous situer. Donc, vous êtes au golf, n'est-ce pas, à l'hôtel du golf? À ce moment-là, lorsque vous avez cette conversation avec des collègues pour savoir s'ils avaient été attaqués? C'est bien cela, monsieur le procureur. Êtes-vous capable de nous donner le nom d'une de ces personnes? Et s'il le faut, vous pouvez consulter Maître Van Bonnet, à qui vous avez parlé, qui vous a mentionné l'installation de mortiers. Oui, Monsieur le Président, je voudrais demander de le faire en huis clos partiel. Can we please go into private session? Passons avec le partiel, s'il vous plaît, dit le président. Nous sommes en audience publique. Président, M. McDonald. Monsieur le témoin, à nouveau, il y a un terme qui a été utilisé par Maître Hendry au tout début, la première question, et je ne sais pas si ma prononciation sera correcte, mais pour qu'on le sache tous, Mogoba. Je présume que ça s'écrit M-O-G-O-B-A. Ça veut dire quoi, cela? Merci, monsieur le procureur. C'est un nom de la langue malinké. Donc, ça veut dire gros monsieur ou grande personnalité, quelque chose comme ça. Très bien. Toujours suite aux questions de Maître Hendry, pas aujourd'hui, mais mardi, dernier de cette semaine, l'équipe de défense de M. Bligoudet, donc, vous a présenté 2 vidéos. Et je vais leur donner le numéro. D25-0013-0016, vidéo sur laquelle on voit des manifestants semblent indiquer libérer, libérer. Et à un certain moment, on l'a tous vu, il y a un homme avec un lance-roquette à l'épaule. Oui, c'est bien ça, monsieur le procureur. Parlant du lance-roquette, question de précision, est-ce que c'est ce qu'on appelle communément un RPG ou RPG? Effectivement, c'est cette arme qu'on appelle bazooka, c'est cette arme aussi qu'on appelle RPG. En fait, c'est LRPG, mais les gens abrègent généralement. LRPG pour lance-roquette par propulsion à gaz.
Cette vidéo, avant qu'on vous la montre ici en salle d'audience, l'aviez-vous déjà vue? Merci, Monsieur le procureur. Donc, je n'avais jamais vu cette vidéo auparavant. La deuxième vidéo, D25-0013-0018. C'est la deuxième vidéo, mardi, où on vous montre. Encore une fois, il y a des insertions rouges. On est à l'hôpital. On parle de membres des forces de défense et de sécurité qui ont été blessés. Vous vous rappelez de la vidéo? Oui, Monsieur le procureur, je m'en souviens. Aviez-vous déjà vu, avant de venir ici, cette vidéo? Merci, Monsieur le procureur. Merci, Monsieur le procureur. Je n'avais jamais vu cette vidéo, ni avant ce jour où elle m'a été présentée ici dans la salle. Je ne l'ai jamais vue auparavant. Mais une chose est certaine, indépendamment de la vidéo, vous savez, et si vous ne saviez pas, vous l'avez appris avec la vidéo, qu'il y a eu effectivement des combats lors de la marche sur la RTI au niveau de l'hôtel du Golfe. The question should be different. Le président, la question devrait être posée différemment. Saviez-vous que? Ou non? Further. Même, vous pouvez aller plus loin. Que s'est-il passé ce jour-là? Monsieur McDonald, d'après ce que vous savez, étant donné l'endroit où il se trouvait. Aviez-vous reçu des informations cette journée-là au sujet des événements à l'hôtel du Golfe? Merci, Monsieur le procureur. Je ne me souviens pas exactement, mais je sais que les combats qui sont déroulés à l'hôtel du Golfe, je les ai appris. Puisque nous aussi, nous avions notre problème où il y a eu des morts. Je veux revenir sur la question des forces impartiales. Mon collègue, Maître Altit, vous a posé des questions au sujet de, à votre connaissance, y avait-il des forces rebelles à l'hôtel du Golfe le 16 décembre, donc la marche de la RTI. C'est une question que vous a posée. Maintenant, pour clarifier cet aspect, pourriez-vous nous indiquer, lors des élections, il y avait des forces impartiales pour sécuriser les élections? Effectivement, Monsieur le procureur, il y avait des forces impartiales. Et à votre connaissance, au-delà des Nations unies, y avait-il d'autres partis participantes qui fournissaient des hommes à ces forces impartiales, qui composaient ces forces impartiales? Je ne comprends pas la question, Monsieur le procureur. Qui sont ces forces impartiales? Qui composaient les forces impartiales? Merci, Monsieur le procureur. Donc, il y avait deux catégories. Il y avait les forces
qui venaient avec des contingents comme les Bangladesh, les Sénégalais, les Togolais, les Nigériens et autres. Et eux, on les appelait les UN. À côté de cette force, il y avait déjà en Côte d'Ivoire une base française dénommée 43e BIMA. Et pendant qu'on pensait que ces Français allaient partir, sur insistance des jeunes patriotes, l'ONU leur a donné un mandat et c'est en ce moment que ces forces ont été appelées Licorne, force Licorne. Donc elles sont devenues une force impartiale. Très bien. Monsieur le Président, Maître André? est-ce qu'on pourrait savoir d'où est-ce que le procureur tire le caractère impartial de ces forces? Est-ce que ça a été dit par le témoin qui nous donne la référence? J'y allais de mémoire. Well, impartiality is in any... Écoutez, l'impartialité, de toute façon, n'est pas gravée dans le marbre. Je pense que la question, c'est que signifie l'impartialité. Monsieur McDonald, on avait terminé avec le sujet de toute façon. Le président, eh bien, j'aimerais demander quelle est la signification de l'impartialité. Président. Donc, pour moi, l'impartialité s'appliquait à la situation qui prévalait en Côte d'Ivoire, puisque c'est depuis avant les élections, c'est-à-dire que dès que le pouvoir de M. Laurent Gbagbo a été attaqué, il y a eu la création d'une rébellion qui a été organisée et qui s'est présentée maintenant à visage découvert. Et les combats ont eu lieu et finalement, il a été décidé qu'il devait avoir des lignes de démarcation avec des accords de cessez-le-feu. Donc, pour respecter ces accords, il devait avoir des forces pour pouvoir faire respecter ce qui avait été conclu. Et donc, ces forces-là sont venues. Au départ, c'était une force purement CEDEAO et qui rapidement a laissé le terrain aux UN et à la force Licorne. Donc, qui n'avait pas de parti pris, comme le mot le dit. On m'informe, pour répondre à la question de Maître Henry, que le témoin a utilisé ce terme en réponse à vos questions à la page 17, ligne 9. Alors, j'aimerais maintenant justement terminer avec le dernier sujet. Avant, et ça nous ramène à l'Ouest, en 2002-2004, avant justement le cessez-le-feu intégral et la question que vous venez de délimitation du territoire et des forces impartiales et ainsi de suite. Laissons le sujet des forces impartiales. Concentrons-nous à l'Ouest, 2002 à 2004. Maître Altit vous a posé des questions au sujet des crimes qui ont été commis à l'Ouest en se concentrant sur les forces rebelles. Vous vous rappelez?
Je me rappelle, monsieur le procureur. Maintenant, les forces Lima, Lima pour Libérien, qui étaient avec vous dans ces combats contre les rebelles, à votre connaissance, ont-ils commis des crimes? Merci, monsieur le procureur. Not intended in a judicial manner, of course. Le président, ce n'est pas de façon criminelle. Enfin, non. Ce que j'ai dit, c'est que ce n'est pas des crimes au sens judiciaire du terme. Monsieur MacDonald, exactement de la même façon que dans le même sens que Maître Altit. Vous avez répondu à ces questions. Alors, je vous demande, qu'en est-il des forces Lima? Merci, monsieur le procureur. Je comprends la question. Et je pense que il y en a eu. Et l'événement qui m'a le plus marqué s'est passé dans la dernière ville que nous avons prise, c'est-à-dire à Zouan-Ounié, la localité de Zouan-Ounié. La ville était déjà prise et nous avons positionné nos différentes troupes aux endroits stratégiques afin d'éviter toute surprise. Et ces forces Lima excellaient dans le pillage. Mais ce n'est pas là le problème. Nous avons trouvé des populations, des personnes qui n'avaient pas d'âme et beaucoup de vieilles personnes. Beaucoup parmi ces personnes étaient vieilles, d'un âge très avancé et ne pouvaient pas logiquement être des combattants. Je dis bien logiquement. Et nous avons retrouvé 9 personnes que nous avons décidé de mettre à l'écart sur instruction de notre chef de détachement. Et par la suite, c'était dans ma zone de compétence, j'ai entendu des coups de feu parce que nous les avons placés dans un local. Et ces personnes mises à l'écart ont été retrouvées par les Lima et ont été exécutées. Et j'étais dans un puits. 9 personnes. Est-ce le seul incident d'exécution dont vous avez été témoin par les forces Lima? Effectivement, c'est le seul incident dont j'ai été témoin. Par contre, puisque nous n'étions pas toujours très proches, beaucoup de choses se racontaient, mais que je n'ai pas pu vérifier de moi-même. Donc, ce que j'ai vu, j'ai vécu, c'est de ça que je parle. With your indulgence, Your Honor, Si vous me permettez, Monsieur le Président, j'aimerais juste vérifier que je n'ai pas d'autres questions à poser aux témoins. Et qu'est-ce qu'on vous racontait? Merci, Monsieur le procureur. Pardon, Monsieur le Président. Pardon de vous interrompre. Il s'agit de... Maître Altit.
rumeurs dont nous ne savons absolument rien. Nous sommes en réexamen, Monsieur le Président. Yes, but Certes, mais il peut quand même témoigner à propos de ce qu'on lui a dit. De toute façon, l'important c'est la pertinence de ceci et bien sûr, The realm of anonymous. Monsieur McDonald, je vais essayer d'aller un peu au-delà du oui-dire anonyme. Que vous a-t-on rapporté en termes de crimes autres que celui que vous venez de nous décrire et des pillages par les forces Lima? Merci, Monsieur le procureur. Ce qui m'a été rapporté, que je n'ai pas vécu, au cours de notre progression, nous avons eu à rencontrer des personnes qui étaient désarmées et qui souvent aussi étaient des handicapés ou des personnes que nous pensions ne pas avoir toutes leurs capacités mentales. Donc, nous continuons notre chemin et il paraît que les Lima ne l'entendaient pas de cette oreille. Pour eux, même les animaux, ils leur tiraient dessus parce que selon eux, des guerriers, leurs ennemis, pouvaient se transformer en ces animaux-là. Et donc, au passage, comme je le disais, les personnes qu'on laissait, que nous laissions vivantes, eux, ils retournaient pour les achever. Et qui vous a mentionné cela? C'est ma dernière question. Si vous pouvez également consulter Maître Van Bonnet si nécessaire. Je pense que ça ne sera pas nécessaire. Donc, vous savez, lorsque nous sommes dans les opérations de ce genre, on ne regarde pas toujours le visage des personnes qui nous parlent parce que les balles sifflent de toutes parts et nous avons d'autres préoccupations que de nous concentrer sur le visage et le nom. Et à cette époque, j'avais à conduire des personnes dont je ne connaissais pas les noms. Et ces personnes ne relevaient pas au préalable de mon autorité. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont venues de toutes parts, de différentes localités qu'on a rassemblées, que je ne connaissais même pas de nom. Donc, même si je le voulais, il me serait difficile. Mais vous confirmez qu'il s'agit de membres qui faisaient partie des FDS? Effectivement, je le confirme. Merci, Monsieur le témoin. C'est les questions que j'avais. Et je tiens également à vous remercier pour votre témoignage et de l'avoir fait aussi à visage découvert, car effectivement, c'est important pour la recherche de la vérité. Merci. thank you. Le juge président, merci beaucoup, monsieur le procureur. Je m'adresse maintenant aux équipes de défense. D'après la règle 142D, c'est vous qui avez le dernier mot. Donc, si vous avez des questions supplémentaires à poser, allez-y. Merci, Monsieur le Président. La défense note tout d'abord que la recherche de la vérité passe par la transparence. En ce qui concerne leur examen, la défense de Laurent Gbagbo n'a pas de question. Merci, Monsieur le Président.
Thank you, Maître Le Président, je vous remercie, Maître Altit. Maître Knops. Maître Knops, Monsieur le Président, l'équipe de défense de Monsieur Blégoudet n'a pas de questions supplémentaires. Le Président, merci, Maître Knops. Alors, Monsieur le témoin, je suis heureux de pouvoir vous annoncer qu'après toutes les journées que vous avez passées avec nous ici dans ce prétoire, vous êtes maintenant libre de rentrer chez vous. Je vous remercie infiniment d'être venu et je vous remercie d'avoir témoigné en audience publique. Je m'associe aux propos de la défense et du bureau du procureur. C'est très important. C'est un signal très important que nous essayons d'envoyer au reste du monde. Et aux témoins à venir également. Et au public ivoirien tout particulièrement. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Au revoir. Monsieur l'huissier, veuillez raccompagner le témoin hors du prétoire, s'il vous plaît. say something? Est-ce que vous vouliez dire quelque chose? Allez-y. Excusez-moi, Monsieur le Président. Avec votre permission, j'aimerais dire quelques mots avant de me lever. First, Merci, yes. Monsieur Well, le Président. first of all, there is nothing to. Le Président, d'abord, vous n'avez pas présenté d'excuses. Et deuxièmement, vous avez la parole. Donc, je tenais à vous remercier pour les assurances que vous m'avez données dès le début de ces auditions. Parce qu'il faut dire que j'avais effectivement des raisons de craindre ces auditions. Et puis, avec toute cette auge noire et ces uniformes qu'on voit dans cette salle, il n'y a rien de rassurant. Mais vous avez su me rassurer, donc je vous en remercie. Je remercie la Cour de m'avoir permis de faire mon témoignage ici. Je remercie les deux parties, le bureau du procureur et les deux équipes de la défense. J'espère que mon témoignage a servi l'une et l'autre de ces parties dans la recherche de la vérité. Et je leur souhaite une bonne continuation. Je vais terminer en remerciant la Chambre de m'avoir commis un avocat pour mon conseil. Je vous remercie. So I'm just. Le Président, au nom de la Chambre, je tiens à vous rassurer, nous portons du bleu et non pas du noir, sinon nous serions dans le même bain. Alors nous portons du bleu et nous nous en réjouissons. Nous sommes moins intimidants peut-être. Merci beaucoup à nouveau et bon retour chez vous. Si vous avez des questions relatives à votre déposition, je pense que vous aurez amplement la possibilité de vous mettre en rapport avec les représentants du greffe et plus précisément de l'unité des victimes et des témoins afin d'en faire part. Merci beaucoup. Le Président. Alors maintenant, nous allons nous pencher sur le programme à venir. Monsieur Magdala, non. Avant de faire cela, vous vous souvenez peut-être qu'avant de parler de ces problèmes de programmation, nous aimerions parler de la requête directe portant sur 3 documents. On en a parlé par courriel. Le Président, non. On fera ça après, quand on reviendra. Quand on reprendra.
Le président poursuivant, je suis désolée, je remercie ma consoeur de me le rappeler. Je remercie Maître Van Bonnet d'être venu pour nous aider, pour aider le témoin et pour aider le témoin à être à l'aise. Donc, au revoir, Monsieur Van Bonnet. Je pense que nous nous reverrons à un moment ou à un autre, de toute façon. Merci beaucoup. Maintenant, venons-en au problème de calendrier. À partir donc du lundi, pensez-vous que nous devions passer à huis clos partiel? On ne va pas parler de grand-chose, on va parler de témoins. Monsieur McDonald, oui, enfin, si c'est pour la semaine prochaine, le président, non, c'est pour les semaines après la semaine prochaine, monsieur McDonald. Dans ce cas-là, je veux absolument revenir au huis clos partiel. Le président, mais le public a besoin de savoir ce qui se passe. Monsieur McDonald, il sait que nous allons reprendre après la semaine prochaine, le président, mais on ne doit pas passer à huis clos partiel, monsieur McDonald. Mais je vais donner des détails, le président, mais on parle uniquement de calendrier et de témoins. Monsieur McDonald, oui, mais enfin, on va quand même parler de témoins, de ce qu'ils vont nous apporter, de qui ils sont, des informations qui sont essentielles pour tout le monde. Alors, je sais très bien qu'il y a certaines choses dont on peut parler en audience publique, mais sachez que si l'accusation vous demande de passer à huis clos partiel, elle ne le fait pas à la légère, elle y a pensé. Hein. Et si je ne peux pas être à huis clos partiel, eh bien, je ne pourrai pas tout dire et vous allez bien vous en rendre compte. Le président. Bon, dans ce cas-là, je ne vais pas vous dire ce que j'ai sur le cœur et je vais demander à Madame la greffière des de passer à huis clos partiel.